tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être un book haul. J'adore tourner les book hauls, j'adore en regarder. Là j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Lors de mon dernier book haul j'avais déjà acheté des romans d'occasion. Si vous vous souvenez bien, en mai je m'étais dit je vais lire uniquement des livres de ma palle pour la faire diminuer. Et bizarrement j'ai acheté des livres qui ont compensé ce que j'avais pu lire. Voilà, c'est bête mais c'est comme ça. Et j'ai fait une petite semaine à Lyon fin juin avec une amie. Et j'ai craqué, j'ai acheté 3 romans d'occasion en plus de ceux que j'avais déjà achetés quelques semaines auparavant. Ce qui fait que malheureusement ma palle ne va pas diminuer de sitôt. Et je m'en veux un petit peu parce que c'est pas forcément des livres que je voulais absolument maintenant tout de suite. Vous verrez, il y en a quand même un qui permet de terminer une saga. Je vais commencer justement par ces romans-là. Donc j'ai acheté le 3e et dernier tome de Nevermoor, donc Hollowpox, la traque de Morrigan Crow aux éditions Pocket Jeunesse de Jessica Townsend. J'ai lu le premier tome en mai, j'ai acheté le 2e tome un petit peu dans la foulée. Et je me suis dit, le 3e tome, j'arrive difficilement à le trouver d'occasion. Et là, il était disponible, donc ma foi, je l'ai acheté. J'ai très hâte de le lire, mais il faudra bien sûr que je lise le 2 avant, cela va de soi. Pour rappel, Morrigan Crow est une jeune fille qui a une malédiction. Le jour de ses 11 ans, elle doit mourir, mais heureusement, elle va être sauvée in extremis par un homme qui va l'emmener à Nevermoor, cet autre monde où la magie fait partie de ce monde et est totalement normale. Ensuite, j'ai pris le premier tome de Havenfall de Sarah Holland chez le livre de poche jeunesse. C'est un livre qui était dans ma wishlist en fait depuis super longtemps, donc je me suis dit je saute le pas, c'est pas très grave, de toute façon je voulais me le procurer à un moment ou à un autre. En plus c'est en poche donc il prend pas de place, il est moins cher, bref, je m'invente des excuses concrètement. Mais Sarah Holland c'était une autrice que j'avais déjà lue par le passé, notamment avec sa duologie qui était Ever After, quelque chose comme ça, je ne sais plus, je vous mettrai une couverture quelque part. J'avais bien apprécié ma lecture, j'ai pas vraiment de souvenirs très prononcés, mais je savais que sur le moment j'avais beaucoup apprécié. Donc là on va se retrouver avec différents royaumes magiques. Donc il y a Fjordenkiel qui est recouvert de glace, Ardent écrasé par la chaleur, et Solaria dont on sait peu de choses, sinon que la porte menant à ce monde a été scellée. Au cœur des Rocheuses du Colorado se trouve l'auberge Havenfall, un sanctuaire où ces mondes s'entrecroisent dans une paix que l'aubergiste s'efforce de maintenir. Mais un jour, on retrouve un cadavre à Havenfall. En tout cas, le résumé me donnait très envie et si je ne me trompe pas, c'est aussi une duologie. J'ai aussi acheté le livre La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangwoo Mandana aux éditions Lumen. C'est un livre qui est paru il y a assez longtemps quand même, mais j'ai vu que cette autrice allait avoir une nouvelle parution chez nous dans très peu de temps, où ça a déjà été fait. Enfin bref, j'ai vu en tout cas une couverture un peu similaire mais en vert qui tournait sur les réseaux sociaux et je me suis dit peut-être que du coup si ça me plaît je lirai aussi l'autre titre. Donc d'après ce que j'ai compris c'est un tome unique, un petit peu witchy mais avec des vibes plutôt feel good. Les résumés de chez Lumen sont toujours très longs donc je ne vais pas le relire parce que je l'ai déjà lu une fois. Mais voilà, c'est une sorcière qui a caché sa magie et puis en fait on va lui demander d'aider des sorcières en devenir. Je crois que c'est ça, et dans cette histoire on va aussi avoir de la romance, donc ma foi ça a l'air d'être très sympa. Pourquoi pas même cet été, je ne sais pas. En tout cas la couverture est très mignonne, j'aime beaucoup, donc il passera à la casserole certainement très rapidement. Avant de passer à tout ce qui est graphique, j'ai 2 essais / livres de non-fiction que j'ai empruntés pour un peu parfaire ma culture personnelle. C'est sur la géopolitique et comprendre le monde de manière générale. Donc on a un tout petit livre, les deux sont très courts en fait, en vrai. Donc on a 50 idées reçues sur l'état du monde de Pascal Boniface chez Armand Collin. Donc en fait ce sont de courts textes qui font quelques pages et qui abordent une thématique à chaque fois différente. Donc par exemple, qui dirige le monde? Et à chaque fois, voilà, ça fait 2-3 pages grand maximum, donc ça nous permet un petit peu de nous situer, d'avoir aussi des explications sur la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc c'est une édition de 2024, donc elle n'est pas forcément exactement à jour, mais ça permettra quand même d'avoir des infos assez récentes. Et puis j'ai aussi emprunté Comprendre le monde, les relations internationales expliquées à tous. C'est un petit peu plus long et c'est présenté d'une manière un petit peu plus complète, j'ai envie de dire, c'est pas sur des questions comme ça très spécifiques.
mais ça parle des différentes puissances mondiales, voilà, de la vie internationale, comment est-ce que les relations internationales se font, j'ai envie de dire. Donc c'est le même auteur, c'est la même maison d'édition. Je me dis que potentiellement au niveau objectivité, j'aurais pu essayer de trouver d'autres titres, mais vraiment je voulais quelque chose qui soit assez court, assez condensé et où je puisse lire ça assez rapidement. Donc Pascal Boniface, c'est le directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Et donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est calé, un universitaire, j'ai envie de dire, dans son domaine. Donc voilà, pour l'instant j'ai lu à peine le tout début de l'autre livre, donc 50 idées reçues, quelque chose comme ça, celui-là, 50 idées reçues sur l'état du monde. Et voilà, il disait justement que en fonction des auteurs, ben, forcément il y a la subjectivité, même si on essaye d'être le plus objectif. Donc ma foi, ça me fera une première découverte de ce monde-là. J'en ai fini pour la partie écrite, texte. On va passer à la partie graphique. Donc j'ai acheté des mangas très récemment. Donc j'ai acheté le tome 6 de You're My Soulmate de Hana Shin chez Pika. J'ai toujours pas lu le tome 4, donc il faut vraiment que je m'y mette un petit peu plus de manière assidue, entre guillemets. J'aime beaucoup les dessins d'Hana Shin comme d'habitude, mais j'avoue que cette histoire me plaît moins que sa précédente série Waiting for Spring que j'avais adorée. Donc là on est avec une jeune fille qui rentre à la fac, qui se dit que c'est bon, c'est le début de son histoire d'adulte, qui a très envie de rencontrer des garçons, et elle va rencontrer notamment un garçon dans une boîte de nuit qui va l'aider, je crois, et puis en fait c'est un garçon qui a les cheveux décolorés, donc il a forcément une aura de mauvais garçon, et en fait pas forcément, voilà, parce qu'il est plutôt sympa d'après ce que je me souviens, mais il faut vraiment que je continue la série parce que là je vais prendre vraiment du retard. Un manga que j'ai très hâte de lire, donc c'est L'enfant en moi, le tome 7 de Aoi Mamoru aux éditions Kana. Ça c'est, pour résumer très brièvement, une fille qui tombe enceinte de son copain, elle a 16 ans, c'était pas voulu du tout, et elle se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'elle va le garder? Est-ce qu'elle va avorter? Qu'est-ce que c'est qu'une grossesse finalement? Par quelles étapes on passe? Que ce soit psychologiquement, ou même les relations qu'il va y avoir avec les autres personnes de sa famille, ou même l'école, etc., etc. Bref, très hâte de lire le 7e tome. Et je ne sais pas, je crois que le 10e c'est le dernier, quelque chose comme ça, donc on approche doucement mais sûrement de la fin. J'ai aussi pris le tome 2 de C'est de l'amour, crois-moi de Fujimomo aux éditions Kana. Très contente de cette petite série. Si vous voulez aller voir mon avis sur le premier tome, je vous le mettrai dans le petit i. Vraiment très mignon. On suit Risa, une jeune fille qui a toujours été assez solitaire en fait. Sa mère l'a beaucoup poussée à être indépendante, à se débrouiller toute seule. Et le truc c'est que là elle arrive à un stade où en fait elle a mis vraiment une barrière avec les autres gens, ce qui fait qu'elle se retrouve vraiment toute seule et elle en souffre beaucoup jusqu'à ce que Zen, qui est un garçon qui fait partie d'un clan de malfrats, lui ouvre la porte de son cœur un petit peu, lui dise que lui il est là si elle a besoin, si voilà, qu'elle n'hésite pas quoi. Et donc dans le premier tome il y avait pas mal de moments où en fait Risa se rendait compte qu'elle ne pouvait pas se sortir de certaines situations toute seule, et donc elle a fait appel à Zen à plusieurs reprises. Dans le premier tome ça bouge quand même pas mal, et j'ai hâte de voir comment le petit couple va évoluer. Au niveau des graphismes, je trouve qu'ils sont très jolis. J'aime beaucoup le style de Fujimomo de toute façon. Donc voilà, je vous conseille d'ores et déjà cette série. Ensuite, j'ai aussi pris le tome 3 de Le Bourge et la Cagole. Donc c'est de Natsumi Aida aux éditions Akata. Très contente aussi de pouvoir continuer la série. Alors j'ai commencé le tome 2 mais je ne l'ai pas encore terminé. J'ai beaucoup aimé retrouver Natsumi Aida, donc là on retrouve son côté humoristique mais c'est beaucoup plus mature, c'est un josei cette fois-ci, contrairement à Switch Girl. Donc on va suivre deux personnages qui n'auraient jamais dû en fait sortir ensemble parce qu'ils sont issus de deux mondes totalement opposés, on va dire niveau sociologique. Donc on a la fille qui est servante, n'importe quoi. On a la fille qui est serveuse et le gars qui est issu d'une riche famille, et donc il devrait hériter de la banque de ses parents, si je ne me trompe pas.
Et sauf que lui, il a énormément de pression sur ses épaules et en fait, en rencontrant cette jeune fille, il va se rendre compte qu'elle est très vraie, très entière, très dynamique et tout ça. Et en fait, du coup, ses problèmes vont s'envoler avec elle, entre gros guillemets, hein. Et en fait, sa mère, à ce garçon, est totalement contre cette union. Et donc voilà, elle fait tout pour empêcher les deux de continuer à rester ensemble parce qu'ils avaient prévu de se marier. Et donc ça lui plaît pas du tout. Maintenant, attention, parce que vous allez voir le plus beau manga que j'ai de ma bibliothèque. C'est le 3e tome de Remember Me, donc de Jin Shirakawa, Eiko Mutsuhana et Yugiri Aika, aux éditions Akata. Donc c'est un super manga, je vous le mettrai un peu de plus proche parce que là, en plus avec le reflet de la ring light, on voit pas grand chose. J'ai pris la version collector, donc qui était un tout petit peu plus chère que la version de base. Le manga dessous est en couleur. On a quelques pages en couleur au début, mais ça je pense que même la version d'origine est comme ça. Mais on a aussi un jaspage. Et la couverture donc est différente et en plus il y a plein de petites paillettes super jolies qui brillent au soleil. Donc ma foi, je suis très contente d'avoir cet objet livre entre mes mains. Il est absolument magnifique et si vous ne connaissez pas cette série, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Oriana qui est amoureuse de Vincent. Tous les deux filent le parfait amour, sauf qu'un jour, Vincent est retrouvé mort à l'école de magie dans laquelle ils sont tous les deux. Et Oriana va elle aussi succomber assez... dès qu'elle le découvre, en fait, elle aussi, elle tombe dans une sorte de... on ne sait pas, est-ce qu'elle tombe dans le coma, est-ce qu'elle meurt, on ne sait pas trop. En tout cas, quand elle va se réveiller, elle va avoir 7 ans au lieu de 17 ans. Mais tous ses souvenirs sont toujours là, ancrés dans sa mémoire. Et elle n'a qu'une hâte, c'est de rencontrer Vincent, de refaire sa petite vie. Sauf que Vincent n'est pas du tout du même avis. Lui, au contraire, il la repousse, il ne l'apprécie pas, il la trouve trop collante, etc. etc. Bref, ça va être beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Oriana, de son côté, va mener l'enquête pour savoir qui en veut à Vincent, au point de le tuer. Elle va tout faire aussi pour le protéger. Je vous montre assez rapidement parce que la vidéo commence à être déjà un petit peu longue. Je m'étends beaucoup sur les livres. Voilà, je trouve que les dessins sont absolument magnifiques également. C'est vraiment une série que je vous recommande, vraiment série pépite. Tant qu'on est dans les mangas, je vais vous montrer les mangas que j'ai empruntés à la bibliothèque. Donc j'en ai pris quelques-uns quand même si j'en ai déjà pas mal à lire. Alors, j'ai pris Run to Heaven de Toan, donc c'est chez Ankama. Voilà, c'est le premier tome. C'est un manga qui traite de la guerre, mais en 2036. Donc en 2036, on a un conflit qui oppose deux îles, l'île du Nord et du Sud d'Arekero, et on va suivre Fi, qui est adolescente à ce moment-là et sa mère travaille dans l'armée mais elle est sur des bateaux. Et donc Fi se balade sur la plage très régulièrement et en espérant croiser sa mère en fait pour lui faire coucou. Elle va décider de participer à la fête du sport qui est un moment un peu de trêve dans ce conflit, mais la joie laisse rapidement place à l'horreur de la guerre et l'adolescente va devoir courir pour sa liberté. C'est écrit pour public averti, donc je ne sais pas si c'est à cause de la guerre, à cause de ce qui va potentiellement se passer, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ce soit public averti en mode parce qu'il va y avoir des scènes de cul, mais je ne sais pas. Voilà, donc c'est vraiment un style de dessin aussi qui est assez ancien, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de mon côté, c'est vraiment le style de dessin qui me fait penser aux années 2000. Donc peut-être que c'est une autrice, un auteur francophone. Je ne sais pas du tout en fait, je ne me suis pas plus penchée dessus que ça. Je ne sais pas non plus combien comporte cette série. Bref, voilà, j'ai mal fait mon travail. La dernière fois, je vous avais présenté le premier tome de Tokyo Alien Bros et du coup j'ai pris le deuxième tome, la suite de Keigo Shinzo chez le Lézard Noir. La bibliothèque malheureusement n'a pas le tome 3 qui est le dernier tome normalement de cette trilogie. Donc je ne sais pas comment je ferai, peut-être que je pourrais le trouver sur internet en anglais, on verra, ou même en français, enfin bref. Cette histoire, c'est une histoire un petit peu déjantée où on va suivre deux personnages qui sont des aliens et qui sont arrivés sur Terre pour voir si la planète était colonisable. Il y en a un qui est sur Terre depuis suffisamment longtemps pour vraiment
s'être intégré. C'est un garçon qui a l'air de vraiment se foutre de tout et du coup beaucoup de gens l'apprécient parce que justement il a cet air très détaché, que les gens qui ont confiance en eux portent souvent sur eux. Et quand un nouvel alien débarque pour le rejoindre, lui il ne connaît encore rien de la vie sur Terre et donc l'autre va vraiment tout lui apprendre. Ce qui n'empêche pas quand même qu'il faisait des trucs bizarres aussi, le premier alien. Hein. Donc est-ce qu'ils vont réussir à se fondre dans la masse? Qu'est-ce qui va réellement se passer? Est-ce qu'ils vont demander aux aliens de descendre sur Terre ou pas? C'est vraiment super chouette. Moi j'aime beaucoup ces styles un peu tranche de vie, mais je vous en reparlerai du coup quand je l'aurai terminé. Je voulais faire une vidéo exprès Keigo Shinzo parce que je commence à avoir beaucoup de titres que j'ai lus de lui, mais je ne sais pas si c'est mieux, parce que j'aimerais bien vraiment faire une vidéo sur Hirayasumi parce que honnêtement ce manga, ça fait un petit moment que je vous en parle, j'arrête pas de vous bassiner avec, et je me dis qu'il faudrait vraiment que je fasse une vidéo vraiment sur ça et puis après je ferai peut-être une autre vidéo sur le mangaka et sur tout ce qu'il a pu produire. Mais pour ce faire, il faut aussi que j'avance dans ma lecture. Je trouve que c'est vraiment un travail de qualité. Donc si vous ne connaissez pas Keigo Shinzo, je ne sais pas ce que vous faites, mais moi je vous conseille vraiment de tester. Lisez Hirayasumi, lisez le premier tome et dites-moi si jamais vous avez détesté, ce qui ne devrait pas arriver normalement. Mais voilà, honnêtement, Hirayasumi, je vous le conseille à 1000%. Celui-ci aussi, par ailleurs, mais je ferai une vidéo exprès dessus, je pense, comme ce que je fais pour les autres mangas de manière habituelle. On va continuer du coup avec du Keigo Shinzo toujours. J'ai vu qu'à ma bibliothèque, ils avaient acheté les 4 premiers tomes, et peut-être les 4 seuls tomes, je ne sais pas, de cette série, donc La Planète Verte. On reste un petit peu dans le thème des aliens et des choses un petit peu loufoques, puisque là, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais je vois que sur l'arrière du premier tome, il est écrit « Deux soleils, des grenouilles, mais c'est quoi cette planète ? Va-t-on pouvoir rentrer sur Terre? Et depuis quand j'ai l'air d'un tournesol? Cela dit, ce manga est une love story. » Voilà. Bref, donc je ne sais pas exactement de quoi il sera question. En tout cas, là, le design du manga est différent des précédents où c'était tout blanc derrière. Donc peut-être que celui-ci est plus récent. C'est écrit quoi? 2024. Voilà. Donc peut-être que les 4 sont sortis, peut-être que c'était une ancienne série 2013. Il a été publié au Japon. Voilà, donc je peux vous montrer un petit peu les illustrations, mais c'est peu ou prou la même chose que le tome que je vous ai montré tout à l'heure de Tokyo Alien Bros. Voilà, donc très sympa. J'aime beaucoup les niveaux de gris aussi. Je sais pas comment dire Bref, voilà. Il nous reste du coup les BD et j'en ai quand même quelques-unes aussi à vous présenter. Donc la première c'est Magda, le premier tome, le grand tournoi. Donc c'est Magda, cuisinière intergalactique de Nicolas Wouters, Mathilde Van Gelu. Donc c'est une série pour la jeunesse. C'est édité chez Sarbacane. Et ça sera une lecture à faire dans mon projet d'Angoulême, des sélections de la BD jeunesse d'Angoulême. C'est une petite fille qui est une Miss Catastrophe, mais qui est aussi une excellente cuisinière et elle va participer à un concours de cuisine. Ça a l'air, ma foi, assez humoristique. Je ne sais pas si je serai vraiment la cible, hein, honnêtement, je pense que ça c'est vraiment pour les enfants de 8-10 ans. Mais ma foi, si c'est bien fait, je pense qu'il n'y a pas de raison que je n'apprécie pas. Et donc ce concours de cuisine, c'est pour défendre les couleurs de la planète de chaque enfant. L'enjeu est grand, gagner le précieux nectar pour convoiter pour ses propriétés miraculeuses. Mais Magda réalise vite que certaines personnes mal intentionnées se cachent parmi les organisateurs du tournoi. J'ai pris le deuxième tome de Connexion, donc cette BD que j'avais lue toujours dans le même cadre de la même chose. Je vous en ai parlé du coup déjà sur la chaîne, donc c'est le deuxième tome Château de sable de Pierre Janot. Je ne sais pas si c'est la fin de cette série, je ne suis pas sûre. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais beaucoup aimé le fait qu'on soit dans des sortes d'hexagones en fait à chaque fois. On a ce graphisme très particulier et on se retrouve avec une double page qui représente un seul et même lieu où va se dérouler à chaque fois une partie de l'histoire.
Donc là on se retrouve chez je ne sais pas qui, dans le salon, et puis ensuite on va se retrouver dans la petite véranda, je sais pas comment dire ça, à l'arrière avec le jardin. Je me rappelle plus exactement de ce qui se passait dans le premier tome. Je sais que on était à la croisée de différents personnages puisque on va suivre une sorte de tranche de vie où chacun a ses problèmes. Il y en a un par exemple qui est cuisinier mais qui fait de la musique à côté et qui se demande si ce serait pas préférable de carrément quitter la cuisine pour se consacrer à 100% à la musique. Mais on sait tous que travailler dans la musique et en vivre surtout, c'est très compliqué. Donc voilà, on a aussi un gars qui s'est fait larguer par une fille et qui a toujours ses affaires chez lui. Donc il me tarde de lire ce deuxième tome pour savoir ce que vont devenir les personnages. J'ai aussi pris le deuxième tome de Madeleine Résistante, donc c'est L'édredon rouge de Bertaille, Morvan et Riffaut. Donc Madeleine Riffaut qui raconte son histoire à Bertaille et Morvan, je ne sais pas leur prénom, je me souviens plus, mais en tout cas elle a raconté son histoire et donc on retrouve sa biographie en fait dans ce livre. Donc c'est chez Air Libre. C'est une BD qui m'avait bien plu la première, même si elle était un petit peu lente et que c'était plutôt un tome introductif. J'aime beaucoup les dessins, je trouve qu'ils sont extrêmement bien réalisés, même si c'est que du bleu, des nuances de bleu, je trouve que ça n'enlève en rien la qualité des graphismes et l'esthétique globale de la BD. Donc Madeleine, elle est assez jeune, elle a 16 ans ou 18 ans et puis elle a décidé d'intégrer la résistance. Donc le premier tome, c'était vraiment comprendre d'où elle venait, quelle famille, pourquoi est-ce qu'elle voulait être résistante. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et j'ai hâte. Une BD que j'ai déjà lue, que j'ai adorée, c'est Les Météores de Devenay et Redolfi. Donc sous-titré Histoire de ceux qui ne font que passer aux éditions Delcourt. Donc c'est un petit ouvrage assez épais quand même, sous la forme de planches qui sont sur 2 épaisseurs. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette BD sans trop en dire parce que j'en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo. C'est une BD qui a reçu un prix à la sélection d'Angoulême de cette année. C'est une BD où on va être encore une fois dans une tranche de vie extrêmement réaliste, je trouve. Pour moi, on va suivre particulièrement un homme qui est un peu le point central de cette histoire. Il travaille dans un magasin de meubles et il perd petit à petit la mémoire. C'est un homme un peu simplé aussi qui doit se faire accompagner par quelqu'un d'autre. On voit sa relation avec les autres, on voit comment le travail ne prend pas en considération son cas, son état. On voit en fait plutôt les choses dures de la vie, vous voyez. J'ai un peu du mal à vous expliquer vraiment de quoi il retourne parce que je pense qu'il faut vraiment la lire pour comprendre. C'est vraiment un livre qu'on vit, c'est un livre où on est dedans, c'est pas un livre qui vaut la peine d'être raconté en fait. J'ai emprunté le premier tome de Saint-Elme de Serge Lehmann et Frédéric Peters chez Delcourt. Donc c'est une série, c'est écrit ici, donc je triche. Série complète en 5 tomes. On suit un détective dans une enquête. Ils arrivent à Saint-Elme, une petite ville de montagne réputée pour son eau de source. Ils sont sur les traces d'un fugueur disparu depuis 3 mois. Enquête apparemment facile, sauf qu'à Saint-Elme, tout le monde vous le dira, ici c'est spécial. Donc, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a des choses un peu bizarres, étranges, fantastiques qui se passent? Je ne sais pas. En tout cas, du point de vue purement graphique, c'est pas ce vers quoi je vais de manière spontanée. C'est plutôt quelque chose qui, pour moi, ressemble un peu à du comics. Voilà. Je pense que ceux qui lisent du comics diront que non, mais moi, ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire très coloré, assez anguleux, tout ça. Enfin, je sais pas, très... Je sais pas comment dire ça, enfin bref, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ma foi, je le lirai, puisqu'il est dans la sélection des BD d'Angoulême, bref, vous avez compris maintenant. Ma foi, si c'est bien mené, ça risque de me plaire. J'ai aussi pris, alors vraiment une BD qui me faisait de l'œil à cause de sa couverture, c'est celle-ci. Peer Gynt, je ne sais pas, acte 1, d'après la pièce d'Henrik Ibsen, donc c'est dans la collection Métamorphose et c'est
écrit par Antoine Carion. Ça me tentait beaucoup, j'ai commencé à la lire, j'en suis à peu près à un quart je dirais. Et en fait c'est assez étrange à lire parce que déjà c'est inspiré, c'est adapté d'une pièce de théâtre, donc c'est assez spécial. Et puis en plus dans la note de début, on nous explique que effectivement c'est difficile d'adapter cette pièce de théâtre particulièrement en une BD. Et donc je ne sais pas, honnêtement, je vais la finir, hein, mais je m'attendais à plus adhérer que ça, parce qu'au niveau graphique en tout cas, j'adore. Je trouve que c'est vraiment super joli. J'adore les dégradés de gris. Les personnages, le fond est super bien travaillé également. Voilà, c'est vraiment une BD que j'adore graphiquement. Là pour l'instant les dialogues sont un petit peu bizarres des fois. On suit, comment essayer de vous raconter ça? On suit un homme qui s'appelle Peer Gynt du coup, qui fait un petit peu n'importe quoi en fait dans sa vie. Il y a une fille qui voulait l'épouser, puis en fait je crois qu'il avait dit non, et en fait il apprend qu'elle va se marier avec quelqu'un d'autre, et donc sa mère lui dit il faut absolument que tu te maries avec elle parce que sinon il n'y aura personne d'autre qui veut de toi, un truc comme ça. Et donc il va se rendre à ce mariage, enfin cette espèce de bal qui annonce le mariage, et en espérant pouvoir dire qu'il veut se marier avec la fille, sauf que bien entendu il arrive trop tard, hein, forcément. Voilà, c'est un personnage un petit peu spécial quand même. Pour l'instant, j'ai un petit peu du mal à cerner tout ça, mais je vous en reparlerai bientôt. Là, il s'agit d'une BD qui a tourné un petit peu sur les réseaux sociaux et qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Il s'agit de Malgré tout de Jordi Lafèbre. Comme vous le voyez avec la couverture, et si vous ne connaissez pas déjà l'histoire, il s'agit du coup d'une BD romance où je ne sais pas exactement de quoi ça parle puisqu'on n'a que quelques lignes. Il est écrit « Maintenant que je t'ai retrouvé, j'aimerais tellement te réserver une petite place dans ma vie, une place remplie de mouettes avec vue sur la mer. » Ça ne nous aide pas vraiment, hein, ça ne nous aide pas vraiment pour savoir de quoi il est question. Mais déjà, la bibliothécaire ou le bibliothécaire a mis un petit cœur, donc ça veut dire que c'est une BD qui a beaucoup plu. Donc j'en attends quand même beaucoup, j'espère que je ne serai pas déçue. Et ce qui est à noter, c'est qu'on commence avec le chapitre 20, et puis on va remonter au fur et à mesure. Donc j'ai très hâte, tout simplement. Voilà, j'ai très hâte de voir de quoi il est question. Est-ce que on va... je pense qu'on va suivre en fait le couple tout simplement dans leur vie quotidienne. Peut-être qu'il y a certains moments qui vont être plus tendus où ils vont un petit peu se séparer. En tout cas, il y a beaucoup de couleurs. Les dessins sont très jolis aussi, très sympathiques. La BD est quand même assez conséquente, donc j'espère qu'il y aura de quoi lire, de quoi se mettre sous la dent. En tout cas, j'ai extrêmement hâte. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et j'ai gardé une BD que j'ai beaucoup appréciée pour la fin. Donc c'est L'Enfantôme de Jim Bishop chez Glénat. Alors Jim Bishop, j'ai déjà lu 2 de ses titres qui sont du coup qui forment du coup un groupe avec L'Enfantôme. C'est écrit à la fin de ce livre. C'est écrit que du coup il a créé une sorte de trilogie sur l'enfance. Voilà, la trilogie de l'enfant. Donc c'est 3 titres qui se répondent, qui se complètent. On n'a pas du tout les mêmes personnages, mais ça permet d'avoir une sorte de lien un petit peu. J'adore, j'ai adoré cette BD. J'adore ce que fait Jim Bishop. Niveau graphisme, mais je crois que c'est rare d'avoir quelque chose d'aussi beau. Niveau histoire, j'avoue que ça peut pas plaire à tout le monde parce que ça a un côté un petit peu déjanté, un peu aussi en même temps un peu dérangé. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est un univers qu'il faut apprécier, qui plaira pas forcément à tout le monde. Je vous montre déjà les graphismes absolument géniaux. J'hésite à m'acheter cette BD pour compléter les 2 autres que j'ai déjà. Donc celle-là, c'est une que j'ai empruntée, mais les 2 précédentes, donc c'était Mon ami Pierrot et la toute première, c'était Lettre perdue, que j'avais tout simplement adoré. Voilà, j'avais vraiment adoré. Là, on est un petit peu dans de l'horreur, mais pas de l'horreur vraiment horreur.
c'est plutôt dans le sens dérangeant, même si effectivement il y a des gens avec des couteaux, il y a un peu de sang, il y a des personnes qui font vraiment peur. Genre ça par exemple. Voilà. Je pense que c'est clairement pas à mettre entre toutes les mains et pas entre les mains des plus jeunes. Parce que surtout celle-ci, elle donne à voir, je pense, quelque chose que les enfants peuvent redouter et qui peut vraiment leur faire des cauchemars. Parce qu'on va suivre un garçon qui s'appelle, je ne sais déjà plus. La majorité de l'histoire va se passer dans un collège et on va suivre un jeune garçon qui fait partie des élèves les plus nuls de ce collège. Et le conseiller d'orientation va faire un contrat avec eux en leur disant que si à la fin de l'année ils n'ont pas leur année, qu'ils n'ont pas des meilleures notes, tout simplement leurs parents les tueront. Voilà, sans aucune autre forme de procès. Forcément, ce garçon va se mettre à travailler plus, à avoir de meilleures notes, mais pas forcément de la meilleure des manières. Et il va aussi faire un bout de chemin avec Mimi, je sais plus comment elle s'appelle, qui est aussi dans ce lot d'enfants cancres. Et voilà, il y a vraiment des trucs assez bizarres qui se passent parce que les parents se mettent vraiment à devenir complètement tarés. Et puis ensuite on passe dans une deuxième partie qui est très très mignonne où il y a des petits fantômes puisque voilà, l'enfantôme, vous l'aurez compris. On continue dans la lancée de Keigo Shinzo puisque j'ai pris le 7e tome d'Ira Yasumi. Voilà, donc je vous représente pas les dessins mais c'est toujours le même style de graphisme. J'ai trop hâte et la couverture est super jolie. Et puis j'ai aussi voulu continuer la série La danse du soleil et de la lune puisque ça fait un petit moment que je ne l'avais pas continué. Donc c'est le tome 5 et le tome 6 de Daruma Matsuura aux éditions Kiun Seinen. Voilà, j'ai très hâte de continuer. Ça fait quelques mois que j'ai lu le dernier tome, donc j'espère que je me souviens encore un petit peu des détails, même si je me pose des questions. Mais j'espère pouvoir un petit peu raccrocher les wagons assez rapidement. Voilà, donc au niveau des graphismes, on est sur quelque chose de plus mature. Il y a beaucoup de scènes de combat quand même dans ce manga. Il n'y a pas forcément énormément de sang, il y en a quand même un petit peu. Mais j'aime beaucoup les dessins, je trouve qu'ils sont très très sympas. Voilà. Et donc de quoi ça parle? C'est un samouraï qui a la faculté de repousser le métal. Donc il ne peut pas utiliser de sabre en métal pour se battre. Et puis il y a une fille qui arrive de nulle part et qui lui demande de se marier avec elle. Ce qu'il va faire, en fait, il va accepter. Et puis cette fille va être kidnappée assez rapidement, avant la fin du premier tome. Et donc il va se lancer à sa poursuite et on apprend qu'il y a un clan qui règne en fait et avec plein de gens qui ont des pouvoirs spéciaux. Et donc en fait ils veulent quelque chose en particulier, ils veulent faire ressurgir on va dire une sorte de démon des ténèbres, si je veux dire ça un petit peu de manière imagée. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Ça se déroule dans un Japon assez traditionnel, voilà, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime bien l'histoire, donc j'ai hâte de lire la suite. Je suis passée à la bibliothèque il y a 2 jours et je trouvais que c'était dommage de ne pas vous montrer ces livres. Sinon, la prochaine fois que vous aurez un book haul, c'est le mois prochain ou dans 2 mois. Et potentiellement, il risque de rester longtemps en attente d'une prochaine vidéo. Donc je vais vous les montrer rapidement là, même si la vidéo commence déjà à être sacrément longue. Mais je vous promets, j'en ai que 5, donc ça va être plutôt assez rapide. Déjà, j'ai pris le tome 8 d'Ira Yasumi. Because voilà, parce que comme d'habitude. J'ai pris aussi Balade, qui est une BD qui avait l'air très fun pour l'été, de Courty, Devenay et Combé aux éditions Grand Angle. C'est 2 garçons qui se rencontrent. Louis, post-ado de très bonne famille, décide de prendre du recul dans une des maisons secondaires de ses parents. Passablement aviné, il accueille à bras ouverts Francis, cambrioleur qui passait par là. Et quand le premier propose de se lancer dans la tournée des villas désertées des richissimes amies de ses parents, le second a du mal à refuser. Voilà, donc ils vont passer un été inoubliable en allant de maison en maison. Ça a l'air très drôle, j'aime beaucoup, ça a l'air fun pour l'été, c'est parfait. Voilà, voilà. Au niveau des graphismes, je trouve que ça fait un petit peu cartoon, c'est très sympathique. Dans un tout autre registre un peu mythologique, j'ai pris Carcoma de Andrés Garrido chez Dupuis.
La couverture me donnait très envie. Donc je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Mais j'aimais beaucoup aussi les graphismes. Donc là on est plutôt dans un univers sombre. Je pense qu'il y aura des créatures marines, ce genre de choses. En tout cas j'ai très hâte. Et du coup honnêtement je ne sais pas, je peux vous lire la 4e de couverture. Sans plus jamais passer par aucun port, je vivrai et mourrai en mer. La terre c'était hier et hier n'est plus. Je suis née du sel et au sel je retournerai. Les algues pour tombeau et seules les mouettes me pleureront. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. J'ai aussi pris un autre titre qui m'a l'air assez doux mais un peu peut-être nostalgique, triste. C'est Silence d'amour de Mathieu Parciboula aux éditions Casterman. Là pareil, je ne sais pas de quoi ça parle. Mais le graphisme me faisait penser à L'Expert. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps dans une vidéo sur la sélection des BD d'Angoulême, la première. Vraiment très coloré en fait comme ça. Et même au niveau de l'esthétique, je trouve que ça ressemble beaucoup. Donc voilà, honnêtement ce sont des BD sur lesquels je suis allée vraiment parce que en feuilletant ça me donnait envie et que au titre ça me disait aussi bien, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Et puis la dernière c'est celle-ci, donc plus historique. Donc c'est Nelly Bly dans l'antre de la folie de Virginie Aulagnier et Carole Morel. Donc c'est chez Glénat. On suit l'histoire vraie de la pionnière du journalisme d'investigation et du reportage clandestin. Cherche à se faire internet dans les... D'accord, très intéressant. On rencontre Nelly Bly, cette femme qui veut intégrer un hôpital psychiatrique, donc elle va se faire passer pour folle pour voir ce qui s'y passe et notamment pour dénoncer tout cet univers vraiment sadique, misogyne. Et donc ça m'a l'air très intéressant. J'aime beaucoup les graphismes ici encore. Voilà, donc vraiment des très belles lectures en perspective, très diversifiées également, et qui ne rentrent pas pour le coup dans mes sélections des BD du Festival d'Angoulême de cette année. Donc pour une fois que voilà, je vais vraiment vers des BD qui me tentent et pas des BD de cette sélection, j'ai très hâte de voir du coup ce que ça me réserve. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos dernières acquisitions ou de vos derniers emprunts à la bibliothèque. J'espère que vous avez prévu de belles lectures pour cet été, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!